Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on part sur les routes maritimes et commerciales du 18e et 19e siècle, entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est East Indian Companies, de l'auteur Pascal Ribreau, et édité en 2023 chez Atalia. Dans East Indian Companies, vous êtes propriétaire d'une grande compagnie maritime lancée dans le commerce avec les lointains comptoirs des Indes. Vous allez devoir gérer vos navires, vos finances et investir dans l'achat des actions de votre propre compagnie ou de celles de vos concurrents. Il s'agit d'un jeu de développement avec un principe d'investissement et de marché que vous devrez surveiller tout au long de la partie. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de East Indian Companies en configuration pour 3 propriétaires. Pour commencer, on fait la mise en place comme indiqué en pages 4 et 5 du livret de règles, avec les modifications pour 3 en page 14. J'ai placé un cube marchandises sur chacun des emplacements à fond clair sur les pistes de négoce des 2 marchés. On retrouve ici les cartes Europe et les cartes Inde, chacune classée en 3 piles. On trouve 6 titres pour chaque compagnie, ainsi que le marqueur valeur de titre. L'initiative a été tirée au hasard. La première période commence de 1700 à 1750. Comme il n'y a que 3 propriétaires, jaune a reçu 10 pièces d'or, rouge 11 et bleu 12. Et j'ai placé une tuile comptoir condamnée sur Bombay et Formose. Et enfin, on utilise la tuile fin de période pour 3 au lieu de 4. Chaque propriétaire a devant lui une tuile port et une tuile montant des ventes, 2 tuiles galion dans chacun des 2 quais de son port, son marqueur vente tout à gauche de sa piste de vente, ses 2 comptoirs et ses 3 agents, ainsi que ses 2 titres de présidence, et enfin ses 8 tuiles navires supplémentaires. Des tuiles extension de quai sont disponibles, et j'ai placé la piste de chargement de ce côté du plateau. Une partie se joue en 5 tours, dit aussi période, et chaque période se décompose en 6 phases. Premièrement, la phase des agents. Les propriétaires vont envoyer leurs agents rencontrer des personnes influentes afin de bénéficier d'avantages. Mais d'abord, il y a l'estimation du marché. Le propriétaire avec l'initiative, ici jaune, va lancer les 4 dés Inde et les placer sur le marché selon leur couleur. Ces dés représentent la production de ressources dans le thé, les épices, le café et la soie. Et on rajoutera une carte de production pendant la période. On fait de même avec les 4 dés sur le marché de l'Europe. Ils représentent la demande de l'Europe sur ses ressources, demande qui sera complétée par une carte pendant la phase de chargement. Et ensuite, chaque propriétaire, dans l'ordre d'initiative, peut activer la capacité d'un personnage en plaçant l'un de ses agents dans la case correspondante et en payant le coût éventuel. Lors de la première période, les agents peuvent être placés sur n'importe quel personnage. Mais lors des périodes suivantes, les agents peuvent être posés sur les cases capacité du personnage où ils sont présents ou celles des personnages adjacents. Ici, pour commencer, jaune choisit le personnage armateur et la case extension de quai, qui est gratuite. Il obtient une extension de quai. Évidemment, il faut commencer par celle de niveau 1, qu'il va placer immédiatement dans son port, comme ceci. C'est à rouge qui va utiliser un agent. Il a tout à fait le droit de faire la même capacité, mais dans ce cas, il devra payer une pièce d'or à chaque propriétaire ayant un agent, ici jaune. Il préfère aller chez le personnage investisseur et il utilise cette capacité pour acheter un nouveau navire. Il prend sa pile de navires et il ne peut acheter qu'un navire de la période en cours, c'est-à-dire avec une étoile, la goélette ou bien l'Indian Man. Les autres navires s'achèteront sur les périodes suivantes. Il prend la goélette. Celle-ci lui coûte une pièce d'or qu'il paye à la banque.
Comme il n'a pas de place dans son port, il doit faire disparaître un de ses galions. Celui-ci est remis dans la boîte et il place sa goélette. On peut comparer les deux navires. Même tonnage, c'est-à-dire la possibilité de transporter un cube. Par contre, la goélette est beaucoup plus rapide, avec une vitesse de 3. C'est un bleu qui vient sur le personnage gouverneur et qui utilise la capacité comptoir pour 3 pièces d'or. Il place donc un comptoir sur un emplacement libre du plateau. Pondichéry ou Calcutta, Malacca ou Batavia, et Macao ou Hong Kong. Ce sera Macao. Et bien sûr, il ne peut y avoir qu'un seul comptoir dans chaque ville. C'est un jeune qui envoie son agent sur négociant. Il le place sur le café et il vendra chaque cube de cette marchandise à plus d'une pièce d'or, mais uniquement pour cette période. C'est un rouge. Son agent est posé chez le capitaine et sur sa capacité de cartographie. Ces navires n'auront pas à payer le coût usuel de voyage pendant la phase C de navigation, que nous verrons plus tard. Un bleu qui envoie son agent chez le gouverneur, il le pose sur l'influence, ce qui lui permet de choisir secrètement la carte Inde pendant la phase C. Un jaune qui envoie son agent sur l'armateur afin d'acheter un nouveau navire. Et il achète l'Indian Man pour une pièce d'or qu'il place dans son port. Un rouge qui veut lui aussi connaître la carte qui sera choisie en phase C. Il se place donc ici. Et dans ce cas, il doit payer une pièce d'or à bleu. Et enfin, c'est à bleu. Il va voir le capitaine et il fait la capacité expertise. Le coût est d'une pièce d'or selon la période. Ici donc, une pièce d'or pour la période 1. Cela lui permettra à la phase B de passer premier sur l'initiative. La phase des agents est terminée. On passe à la phase de bourse. Mais avant, un rappel, au début de la phase agent de la seconde période, jaune ne pourra pas déplacer un de ses agents directement sur le capitaine. S'il veut utiliser une de ces deux capacités, il devra d'abord déplacer un agent, par exemple celui-ci, au centre, dans la zone centrale, puis quand cela reviendra à lui, il pourra à nouveau déplacer cet agent sur une des deux capacités. On passe à la phase B, la bourse. La capacité expertise du capitaine est déclenchée, ce qui modifie l'ordre d'initiative. Bleu passe premier et décale les autres propriétaires. Ensuite, dans le nouvel ordre du tour, chaque propriétaire peut soit acheter un titre disponible au marché des titres, même de sa propre compagnie, soit passer son tour. Et la phase prend fin quand tous les propriétaires ont passé successivement. Le coût d'achat d'un titre est indiqué sur la piste de bourse, ici 4. L'argent dépensé est versé directement à la banque, et non pas au propriétaire de la compagnie. Et quand un titre est acheté, sa valeur boursière est augmentée d'un cran, et le titre est placé à côté de son port. Sachez qu'un propriétaire est autorisé à vendre un ou plusieurs titres qu'il possède, sauf pendant la phase de bourse, donc la phase B, ni à la dernière période du jeu, sauf pendant la phase A. Et en vendant un ou plusieurs titres, le propriétaire replace le titre et gagne l'argent correspondant. Et attention, la valeur est reculée d'un cran. Il est possible d'hypothéquer ces titres de présidence, c'est-à-dire ces deux premiers titres, mais attention, la banque paye seulement la moitié de la valeur du titre. Et il sera possible de racheter plus tard un de ces titres de présidence, mais à la valeur actuelle. Cette possibilité d'hypothèque permet de récupérer de l'argent de la banque si vous êtes en manque d'argent. Ici, bleu achète un titre du propriétaire jaune, il paye donc 4 à la banque et prend un titre qu'il place à côté de son port. La valeur du titre augmente de 1, ne l'oubliez pas. Jaune n'achète pas de titre et passe, rouge fait de même, et bleu aussi. La phase de bourse est donc terminée. Et on passe à la phase de navigation. On commence par tirer les cartes Inde et les cartes Europe. La capacité influence du gouverneur
a été activé. C'est Bleu en premier qui a activé cette capacité. Il va consulter la pile des cartes de la période en cours. Il va en choisir une. Il décide de choisir celle-ci. Il la montre à Rouge, qui a également fait cette capacité. Puis il la place face cachée. Pour la carte Europe, comme personne n'a influencé l'investisseur sur cette capacité, on pioche une carte sans la regarder, que l'on place sur son marché. Et ensuite, c'est l'expédition aux Indes. Le plateau est découpé en 3 zones de navigation, avec la Chine, les Indes orientales et l'Inde. Chaque propriétaire prend en main les navires présents dans ses quais et, dans l'ordre d'initiative, va placer l'un de ses navires face cachée sur l'une des 3 zones de navigation. Attention, il faudra payer le coût éventuel, 1 pièce d'or pour les Indes orientales et 2 pièces d'or pour la Chine. Sauf pour Rouge, qui a activé les capacités cartographie du capitaine. Ces voyages coûteront 0 pièce d'or. C'est donc Bleu qui commence, qui envoie un de ses bateaux en Inde pour 2 pièces d'or, suivi de Jaune, également pour 2 pièces d'or, et Rouge, gratuitement, à Bleu, qui envoie son bateau en Chine, Jaune fait de même, Rouge envoie dans les Indes orientales, pour 0, Bleu n'a plus de bateau, c'est à Jaune, qui envoie en Chine, Rouge n'a plus de bateau, la phase de navigation est terminée, et on passe à la phase de chargement. Et tout d'abord, on dévoile la carte Inde sur le marché des Indes. Attention, dans une partie à 3, on ne compte pas les ressources avec le symbole pour 4 propriétaires. Ici, donc, 2 cafés et 2 soies. Ce qui fait un total de 2 thés, pas d'épices supplémentaires, 3 cafés et 3 soies. Et si tous les emplacements d'une marchandise étaient occupés, les cubes supplémentaires étaient tout simplement ignorés. Et maintenant, l'arrivée des navires. Les achats s'effectuent zone par zone, en commençant par la Chine, et on va révéler le navire du haut de la pile. On commence par le galion jaune. On place ce navire sur la piste de chargement correspondant à sa vitesse. Ici, 1. Et on fait de même pour les suivants. Encore un galion. Et enfin, pour Bleu, le galion. On passe à l'achat des marchandises en Chine. Priorité est donnée aux navires dont la vitesse est la plus élevée. Ici, tous les navires ont une vitesse de 1. Et dans ce cas-là, priorité est donnée aux navires situés au sommet de la pile. En Chine, on peut acheter du thé et des épices. Le coût est indiqué en fonction du niveau de la marchandise. Les épices valent 4. Le thé vaut 2. Un galion peut transporter seulement un cube de marchandises. Bleu achète un thé pour 2 pièces. Le thé est placé sur le bateau. Et le bateau est ensuite envoyé sur un des quais du propriétaire. Attention, un des quais disponible, bien sûr. C'est un Jaune qui achète un thé pour 2 pièces d'or. Le bateau est renvoyé dans son port. Et comme il veut garder de l'argent pour acheter une marchandise pour son 3e bateau, il décide de ne pas acheter de marchandise. Et il laisse dans ce cas-là son navire en Chine. Il doit payer 1 pièce d'or. Il place son navire dans la zone correspondante. Et l'avantage, c'est que lors de la prochaine période, les navires déjà présents seront chargés avant tous les autres navires qui viennent d'arriver. Et ceci, quelle que soit leur vitesse. Tous les navires de la zone 1 ont été chargés, on passe à la zone 2. Il n'y a qu'un seul bateau, c'est le galion rouge, il a une vitesse de 1. Il peut acheter du thé ou du café, ce sera du café pour 2 pièces d'or. Et le galion revient dans son port. On passe à la zone 3, on révèle les navires, une goélette, de vitesse 3 pour rouge,
un Indian de vitesse 1 pour jaune et un galion de vitesse 1 pour bleu. C'est donc la goélette de vitesse 3 qui commence à charger. Cela peut être du thé ou de la soie. Ce sera donc de la soie pour 2 pièces d'or. La goélette revient sur le port. C'est à bleu avec son galion. Et comme il possède un comptoir dans la zone, il paye chacun des cubes de cette zone 1 pièce d'or de moins. Il paye de la soie à seulement 2 pièces d'or. Son bateau revient dans son port. Et enfin, c'est à jaune qui peut acheter 2 cubes. Malheureusement, il n'a que 4 pièces d'or. Tant pis, il n'achète qu'une seule soie pour 3. Le bateau revient donc à moitié rempli. La phase chargement est terminée. On passe à la phase négoce. On commence par dévoiler la carte du marché Europe. Et on ne tient pas compte de la valeur du thé puisqu'il y a 4 propriétaires. On fait donc le total des marchandises présentes avec le total sur le dé que l'on soustrait au marché de l'Europe. Ici, 5 thés. On en enlève donc 5 marchandises de thé. 1 plus 1, 2 épices. On enlève 2 épices. 1 plus 3, 4 cafés. On va donc enlever 4 cafés. Et ici, 1 plus 0, on n'enlève qu'une seule soie. Comme ceci. Ensuite, c'est la vente des marchandises sur les navires. Et d'abord, on regarde si les marchandises sont dans des entrepôts. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, sur la première période. Sinon, chaque marchandise dans un entrepôt serait vendue en fonction de l'initiative. Puis, les navires sont déchargés dans l'ordre décroissant de vitesse. Et on commence donc par cette goélette, qui a une vitesse de 3. Ici. Elle vend donc sa soie pour une valeur de 6. L'argent est placé sur la tuile montant des ventes et non pas en trésorerie. Tous les autres bateaux ont une vitesse de 1. Dans ce cas, on fait les ventes par rapport à l'initiative. C'est donc bleu qui commence. Il vend son thé pour 6 pièces d'or et sa soie également pour 6 pièces d'or, soit un total de 12. C'est un jaune. Avec son galion, il vend son thé, mais seulement pour 5. Malheureusement, la soie ne vaut plus qu'une pièce d'or, car il n'y a plus d'emplacement disponible. Ceci dit, il a un entrepôt qui lui permet de stocker une ressource. C'est ce qu'il fait, ce qui lui permettra de vendre la soie à la prochaine période et en priorité. Cela lui rapportera beaucoup plus d'argent qu'une seule pièce d'or. Il prend donc ses 5 pièces d'or, du thé, et enfin c'est à rouge qui vend du café avec son galion pour une valeur de 7. Malheureusement, jaune n'avait pas de café à vendre, sinon il aurait bénéficié d'une pièce d'or par café vendu. Et c'est la fin de la période. Et d'abord, on regarde la première variation des prix. Qui a reçu le montant des ventes le plus élevé? C'est rouge avec 13, suivi de bleu 12 et jaune seulement 5. Le marqueur valeur de titre de rouge avance donc de 2 cases. Ensuite, celui de bleu avance une case. Et le dernier, donc jaune, ne bouge pas. À noter qu'à 4 propriétaires, le dernier recule d'une case. Ensuite, détermination du nouvel ordre d'initiative. Le montant des ventes le plus fort, donc rouge, devient dernier. Puis bleu, puis jaune. On inverse donc la position de ces deux jetons. On fait ensuite la seconde variation de la valeur des titres. Chaque propriétaire déplace son marqueur vente vers l'emplacement correspondant au montant de ses ventes. 13, donc plus 10 par rapport à 0. 12 par rapport à 0, donc plus 10. 5 par rapport à 0, jaune ne se déplace pas. Puis sur la piste de bourse,
Chaque propriétaire déplace le marqueur valeur des titres de sa compagnie d'autant de crans que son marqueur vente. Ici, rouge a avancé son marqueur vente d'un cran. Il augmente donc de 1 sur la piste de bourse. Idem pour bleu. Par contre, jaune n'a pas déplacé son marqueur vente. Il reste donc sur la même position. On fait le versement des dividendes. Actuellement, les titres de toutes les compagnies valent 0, mais plus tard dans le jeu, il y aura des dividendes qui seront versés, 1, 2, 3 ou 4 pièces d'or, bien sûr, à chaque possesseur de titres adverse. Et enfin, on prépare la prochaine période. Les cartes Inde et Europe sont défaussées comme je l'ai expliqué. Tous les agents sont déplacés sur le portrait de chaque personnage, comme ceci. Et on avance le marqueur d'une case. Ce sera la période 2 qui s'étend de 1750 à 1800. Attention, au début de la période 5, toutes les tuiles galion sont défaussées. Et toujours à la période 5, à l'issue de la phase agent, il ne sera plus possible de vendre des titres. Ensuite, à la fin du jeu, il y a le décompte final. Chaque propriétaire calcule sa richesse en additionnant la valeur totale de ses titres de présidence, en fonction bien sûr de la valeur représentée ici, celle-ci pouvant atteindre jusqu'à 21 pièces d'or. On fait de même pour la valeur des titres de compagnie en possession et l'argent également placé sur sa trésorerie. Petite parenthèse, bien sûr, à la fin de chaque période, l'argent du montant des ventes est directement basculé sur votre trésorerie, comme ceci. Et sur le décompte final, il y a un départage en cas d'égalité. Dans East Indian Companies, il va falloir faire attention au placement de ces agents, car je rappelle qu'à la phase agent de la deuxième période, il ne sera pas possible à jaune d'aller directement sur le capitaine. Il faudra faire un tour d'agent pour avancer sur la zone centrale, ce qui laissera le temps aux autres agents d'en profiter. Faites donc attention à votre placement. Ensuite, il faudra bien surveiller la production de ressources par rapport à la demande en Europe. Ceci afin de maximiser ses ventes. Il y a plusieurs stratégies dans le jeu, selon que vous décidiez de prendre des navires rapides ou à grosse capacité. Les comptoirs et les entrepôts peuvent également être très intéressants, et l'initiative a également un rôle important. Bref, beaucoup de paramètres qu'il va falloir gérer au mieux. Je vous présente également l'aide de jeu qui reprend très bien toutes les phases, très pratique pour se rappeler les différentes actions, et pour la durée de partie, comptez minimum 2 heures, surtout la première fois. Côté configuration, le jeu fonctionne très bien à 3 ou 4. Évidemment, à 4, il y aura beaucoup plus d'interactions. La version à 2 est un peu particulière, car il vous faudra respecter les différentes règles, pages 14 et 15 du livret, avec un bot, dit le joueur neutre, qui sera là pour vous embêter. Et pour votre première partie, je vous conseille d'y jouer à 3. La durée en sera raccourcie et le plaisir du jeu sera quasiment le même qu'à 4. Voilà, ce que j'apprécie dans East Indian Companies, c'est ce mélange entre jeu de développement avec placement d'ouvriers et jeu d'investissement avec gestion de marché. D'ailleurs, ce type de jeu est assez rare pour ne pas le souligner. J'apprécie également l'aspect visuel, qui est très agréable, ainsi que le matériel de bonne qualité. On pourra lui reprocher son côté un peu répétitif au fil des parties, mais cela n'enlève rien à ses qualités. Au final, on est ici à un jeu qui se situe entre initié et expert, avec des règles assez simples et qui s'expliquent en moins de 30 minutes. Allez, je vous laisse, car j'ai un navire à diriger. Et à bientôt sur Je Conseille.